Bonsoir à tous, bonsoir Jérôme. Bonsoir Marie. C'est avec vous que nous allons développer l'actualité de ce mardi 19 novembre. Donc dans l'actualité de ce jour, en Israël, François Hollande s'est recueilli ce matin sur les tombes des victimes juives de Mohamed Merah. La colère dans le secteur de la santé, les sages-femmes et les personnels des hôpitaux de Toulouse étaient dans la rue. Et enfin, après la Lune, c'est la planète rouge qui fait rêver. La mission Maven a décollé hier de Floride. Mais avant cela, c'était la pagaille ce matin dans le trafic toulousain. En cause, la pluie certes, mais aussi le blocage surprise du dépôt de bus de l'Anglade par les agents de prévention de Tisséo. Ils étaient une soixantaine à manifester dès 5 h du matin. Vous les voyez sur ces images d'Alain Sorat. Les manifestants annonçaient 90% de grévistes. Ils demandent une égalité de traitement entre anciens et nouveaux agents et demandent pour cela une prime. Ils dénoncent par ailleurs un détournement de leurs fonctions. Ils menacent, s'ils n'obtiennent pas gain de cause, de bloquer tous les dépôts ainsi que le métro dans les semaines qui viennent. On écoute l'un de leurs agents. Nos revendications sont toujours les mêmes. On fait le même travail, on prend les mêmes risques, mais on n'a pas le même salaire. Donc il y a un réel problème, un réel malaise. La différence de salaire est de 180 € par mois. Les agents de prévention, leur mission initiale prévue était d'intervenir pour gérer des conflits, parler avec les jeunes dans les quartiers. Et aujourd'hui, leur mission prioritaire est de contrôler des types de transport avec les vérificateurs de perception. Pourquoi cela ? Tout cela pour prendre de l'argent à la clientèle du réseau toulousain au lieu qu'on soit sur le réseau pour assurer leur sécurité. Et le président de la République est en déplacement en Israël depuis dimanche. Plusieurs de ses déclarations n'ont pas laissé insensibles les commentateurs. En effet, pour François Hollande, Jérusalem pourrait devenir capitale commune des États israéliens et palestiniens. L'un des points d'orgue de la visite présidentielle, l'hommage rendu ce matin aux victimes juives de Mohamed Merah. 1 an et demi après la tuerie de Toulouse, François Hollande, en voyage officiel en Israël, s'est recueilli ce matin sur les tombes des 4 victimes juives de Mohamed Merah. Ce matin, à Givat Shaoul, au cimetière, c'était vraiment très prenant, avec les familles des victimes qui étaient là. Et je crois que c'était bien qu'il le fasse. D'abord parce que c'est une tragédie qui a touché, au-delà bien évidemment de la communauté juive de Toulouse de France, l'ensemble de nos concitoyens. Cette tragédie, d'ailleurs, est devenue un marqueur de l'amitié entre la France et Israël, qui partagent les mêmes valeurs de liberté, de démocratie. Hier, le président français a établi un parallèle entre affaire Taubira et affaire Merah. Pour lui, il s'agit, je cite, de pourchasser, lutter, éradiquer le racisme et l'antisémitisme. Oui, il y a un véritable lien entre. Il y a une montée des intolérances, il y a une montée des extrémismes, les uns se nourrissant des autres. Et on ne sait pas très bien jusqu'où tout cela va aller. Hier, toujours, François Hollande, devant le Parlement israélien, a appelé à la fin de la colonisation et a prôné un partage de Jérusalem entre les deux États israéliens et palestiniens. C'est un règlement négocié pour que l'État d'Israël et l'État de Palestine, ayant tous deux Jérusalem pour capitale, puissent coexister en paix et en sécurité. Il n'impose rien, il met sur la table les éléments et les paramètres que tout le monde connaît, en ayant cette humilité finalement qui consiste à prendre du recul et en disant clairement je ne suis pas venu donner des leçons, je suis venu simplement être un agent facilitateur, voir de quelle manière la France peut faire œuvre utile pour rapprocher les points de vue. Cette visite de François Hollande en Israël s'est achevée aujourd'hui. Et puis dans l'affaire Merah, 2 hommes auraient été placés en garde à vue aujourd'hui à Toulouse, toujours donc dans le cadre de l'enquête sur les complicités dont aurait bénéficié Mohamed Merah pour commettre ces crimes. Depuis le début de l'enquête, une quinzaine de gardes à vue ont eu lieu. Deux hommes sont toujours écroués, Abdelkader Merah, le frère aîné de Mohamed Merah, et Feta Malki, une de ses connaissances. Les sages-femmes sont en grève depuis le 16 octobre. Elles poursuivent leur mobilisation. Ce matin, elles étaient près de 200 à se retrouver devant l'ARS, l'Agence régionale de santé, avant de manifester dans les rues de la ville. Titulaires d'un bac+5, elles demandent une revalorisation de leur statut. Pascal Solaire et Sophie Voinis ont rencontré 3 d'entre elles. C'est le grand format de notre édition. Il y a 2 revendications principales. Le statut donc, de premier recours, c'est-à-dire que les sages-femmes soient intégrées dans le système de santé au niveau de la physiologie, pour le suivi de grossesse, l'accouchement, les suites de couches, en termes de gynécologie et de prévention. Donc c'est ce qu'on appelle praticien de premier recours. Et ensuite, c'est intégrer le statut médical comme toutes les autres professions médicales. Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, au sein même des centres hospitaliers, puisque nous avons un statut paramédical actuellement
qui ne permet pas, si vous voulez, d'avoir un reflet de l'activité des sages-femmes dans notre travail de tous les jours et dans nos compétences. Qu'est-ce que ça changerait ce statut? Alors ça changerait que, par exemple, nous faisons, pour vous donner un exemple précis, 80% des accouchements physiologiques sont faits par des sages-femmes à l'hôpital, sans médecin. Et cette activité, si vous voulez, n'est pas dans les cotations, puisque nous ne pouvons pas avoir accès aux cotations médicales. Donc nous ne le faisons pas au nom des sages-femmes, mais au nom des médecins gynécologues obstétriciens. Notre responsabilité médicale n'est pas reconnue. Elle existe, mais elle n'est pas reconnue. Vous avez également parmi vos revendications des revendications salariales. Quel est le salaire d'une sage-femme hospitalière en début de carrière et comment ça évolue? Au début de carrière, on a 1500 bruts pour finir à 2600 bruts en fin de carrière. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Ça, c'est les grilles salariales qui vont être de nouveau négociées en fonction du statut médical. D'accord. Mais l'idéal, ce serait quoi? Ce sera à peu près 70% du statut médical des médecins actuels. Autre revendication, autre problème que vous soulevez à travers cette manifestation? Oui, alors il y a les décrets de périnatalité de 98 qui donnent un nombre de personnel en salle d'accouchement et en maternité, donc un nombre de sages-femmes qui est assez obsolète actuellement puisque nous avons énormément de travail et nous avons un nombre de personnel qui est juste à la limite inférieure et nous aurions besoin bien sûr d'avoir beaucoup plus de sages-femmes dans les salles d'accouchement et dans les services de maternité pour avoir une prise en charge beaucoup plus adaptée actuellement. Et après, l'autre problème auquel nous sommes confrontés en France actuellement, c'est qu'il y a à peu près 1 millier de sages-femmes qui sont au chômage, donc qui vont à Pôle emploi. Et sur 23 000 sages-femmes, ça fait quand même un nombre assez conséquent. Donc ça aussi, c'est quand même l'État qui donne un numerus clausus. Et c'est lui qui génère quand même ce chômage actuellement. Actuellement, les services sont perturbés, j'imagine. Les services sont perturbés puisqu'on a aussi un service minimum. Donc effectivement, ça demande beaucoup de travail pour celles qui sont là. Le soutien des médecins. Vous l'avez? On a le soutien des médecins, bien sûr. Nous avons tout à fait le soutien des médecins. Donc effectivement, après, c'est des conditions de travail plus difficiles quand on est en service minimum, donc moins de personnes à assurer les services au sein de l'hôpital. Vous avez rencontré quelqu'un de l'ARS? On a donné effectivement au docteur Morfoise un cahier de doléances, c'est-à-dire un cahier où il y a des projets de travail qui ont été mis en place par notre collectif, c'est-à-dire l'ONSSF, l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, et le Collège aussi national de sages-femmes. Notre profession était invisible dans le parcours de soins de santé des femmes en termes de périnatalité dans les lois de projet de Marisol Touraine 2014. C'est pour ça justement qu'on manifeste pour y être intégré. Marisol Touraine, ministre de la Santé, a ouvert ce matin des discussions avec plusieurs organisations de sages-femmes afin de tenter de désamorcer le conflit. À l'issue de cette réunion, les sages-femmes n'ont pas obtenu satisfaction. Elles estiment que la question de leur statut à l'hôpital n'est pas réglée. À Toulouse, elles ont donc voté la poursuite de leur mouvement pour une durée illimitée. Et le mécontentement ne concerne pas que les sages-femmes dans le secteur de la santé. Et les professionnels des hôpitaux de Toulouse et notamment des services d'hématologie et de psychiatrie étaient en grève également à l'appel de la CGT et devant l'ARS. Ils rejettent une politique d'austérité dans le domaine de la santé, comme nous l'expliquent Marlène Canal et Alain Sorat. Ils étaient une trentaine en début d'après-midi, tout personnel confondu du CHU de Toulouse à s'être réunis devant l'agence régionale de santé. Ils sont venus dire non au vote de l'ONDAM dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2014. L'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Il est fixé cette année à 2,4%. On estime qu'il faut entre 3 et 4%, alors selon les sources, mais pour conduire à l'identique, entre l'augmentation du coût de la vie, le vieillissement des populations, donc l'augmentation des carrières, etc. Et donc ça veut dire qu'avec 2,4 ou 2,3%, on ne reconduira pas à l'identique, donc il va y avoir des économies à faire. Sachant que dans l'assurance maladie, 70% des dépenses, c'est le coût en personnel. Donc on voit bien que la variable d'ajustement, ça va être les personnels, et nous on tire la sonnette d'alarme dans les hôpitaux. Des personnels dont le nombre ne cesserait de chuter selon les syndicats qui déplorent chaque année entre 80 et 100 postes de moins. Dans certains secteurs comme la psychiatrie, les répercussions peuvent être plus importantes. Son récent déménagement près de Paul de Viguier dans une surface doublée n'est pas sans conséquences. On a déménagé dans des locaux neufs avec un personnel, je veux dire, constant, le même nombre de personnel que dans l'ancien bâtiment. La direction nous met en avant qu'elle nous a mis 5 ETP
de plus, alors que nous, on avait estimé qu'il était nécessaire pour bien fonctionner, je ne parlerai même pas bien, mais fonctionner tout court, et pour avoir un minimum de sécurité et avoir des soins dignes et de qualité, il nous faudrait 36 ETP. Ça veut dire 36 ETP, ça veut dire 5 soignants sur chaque plage horaire. Une délégation a été reçue dans l'après-midi par l'ARS, qui n'a pas souhaité commenter ce mouvement national. La 14e semaine école-entreprise s'ouvre aujourd'hui et jusqu'au 22 novembre partout dans la région. Il s'agit de préparer l'avenir des lycéens qui sont les professionnels de demain. L'éducation nationale et les entreprises tentent de regarder dans la même direction, vers l'industrie et les services. Un reportage de Jean-Marc Lucas. L'école et l'entreprise est toujours le mariage de la carpe et du lapin. Peut-être, mais il y a longtemps. Depuis, l'école et l'entreprise coopèrent et je crois qu'effectivement, il y a un vrai désir d'approfondissement de ces partenariats. Dans cette région, notre appareil de formation industrielle est très bon. Il est même un peu surdéveloppé par rapport à d'autres régions, mais on comprend aussi pourquoi. Mais l'orientation vers l'industrie doit être toujours présentée comme une possibilité intéressante d'évolution personnelle et professionnelle. Et c'est pas parce que on voit fleurir, hélas, beaucoup d'articles, mais sur les plans sociaux, que donc ça contribue à conforter l'idée que l'industrie ne crée pas d'emploi, voire qu'elle détruit l'emploi. Donc il faut qu'on se batte ensemble pour montrer qu'il y a des perspectives d'embauche intéressantes dans l'industrie. D'accord, mais est-ce à dire que c'est l'entreprise qui dicte ses programmes à l'école? Absolument pas. L'entreprise est consultée, les branches sont consultées au niveau national, mais c'est une concertation. Donc ce qui est important, c'est d'écouter ce que disent les professionnels, évolution des compétences, évolution des contenus des diplômes, et en même temps l'éducation nationale a la charge de la cohérence et puis aussi de la faisabilité, mais c'est une concertation. Rappelons que chaque année, un tiers des diplômés du bac le sont dans les filières pro. Et un peu d'économie, les experts mondiaux de la qualité des logiciels sont réunis pour la première fois à Albi. Pour une semaine de travail, 30 personnes venues du monde entier se retrouvent afin d'améliorer la normalisation de la qualité des logiciels à travers le monde. Et petit cocorico local dans ce domaine, la seule société qui porte la voix de la France, InfoCert, est albigeoise. Les aventures martiennes se poursuivent 2 ans après l'atterrissage du rover Curiosity, copiloté depuis le CNES de Toulouse. La mission Maven a décollé hier de Floride, direction la planète rouge pour de nouvelles investigations. Maven emporte avec elle des instruments dont certains ont été conçus par des chercheurs toulousains. Sophie Voinis. 13h28, heure locale, lundi 18 novembre, la sonde Maven décolle de Cap Canaveral en Floride. Maven, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, est donc en route pour Mars qu'elle devrait atteindre en septembre 2014. Sa mission se résume à une question: comment la planète rouge a-t-elle perdu une grande partie de son atmosphère et surtout, mais y répondra-t-on un jour, la vie a-t-elle existé sur Mars? On sait déjà, grâce au travail minutieux du rover Curiosity, que les conditions d'adaptabilité à la vie ont existé sur la planète rouge, mais on sait aussi qu'il y a 3-4 milliards d'années, Mars était doté d'une atmosphère suffisamment dense pour permettre l'existence d'eau liquide à la surface. Suite à un brusque changement climatique, Mars a perdu la quasi-totalité de son atmosphère. La mission Maven doit donc permettre d'effectuer les mesures nécessaires pour mieux comprendre les raisons de cet échappement atmosphérique et donc de retracer l'histoire climatique de la planète. 8 instruments scientifiques sont à bord de la mission Maven, dont l'instrument SWEA qui mesure les électrons du vent solaire, réalisé à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. L'instrument SWEA décolle pour Mars 2 ans après la ChemCam, imaginée et produite elle aussi à Toulouse. Les aventures sur la planète rouge continuent et se vivent en direct de la Ville Rose. Et on passe au sport à présent, Marie. Avec les Belugas du TBHC, le Toulouse-Blagnac Hockey Club affronte ce soir Angers à domicile pour les 8e de finale de Coupe de France. Les Toulousains qui évoluent en D2 rencontrent les Ducs d'Angers, un club actuellement en 2e place du classement de la Ligue Magnus. Le match, c'est tout à l'heure à 20h à la patinoire Alex Jani de Toulouse. On n'oublie pas nos volleyeurs. Les Spacers jouent contre Cannes ce soir en 8e de finale de la Coupe de France. La rencontre a lieu également à 20h au Palais des Sports. En rugby, Johan Maestri a été fixé sur son sort et blanchi par la commission de discipline de l'IRB. Le stadiste a été exclu lors du match de la tournée d'automne du 15 de France contre les Tonga le week-end dernier suite à un échange de coups de poing. Son adversaire, le Tongien, Sona Tomalolo, écope lui de 4 semaines de suspension.
Le foot à présent, ce soir, on ne pourra pas évidemment y couper. Les Bleus affrontent l'Ukraine en match retour des barrages pour la future Coupe du Monde. Les Bleus vont-ils aller danser la samba au Brésil? Réponse ce soir à 21h au Stade de France. En attendant, nous avons sondé les Toulousains et les avis sont plutôt mitigés. J'espère qu'il sera un peu moins décevant que le dernier et qu'il y aura un peu plus de foot et moins de boxe. Il faudra avoir la motivation de l'équipe, mais moi j'y crois pas. C'est vrai. Je suis peut-être négatif, mais il faut s'appuyer sur des jeunes. Il faut aller de l'avant et pas toujours pareil les mêmes. En espérant quand même qu'ils gagnent, parce qu'après c'est un élan économique, ça peut aider, mais franchement pas optimiste. Je pense que on peut peut-être égaliser, mais je pense pas qu'ils vont gagner, quoi. Je pense que c'est fichu pour nous déjà. Ça sert à rien de se ridiculiser au Brésil, je pense. Bien sûr, ils gagnent. Aujourd'hui, c'est sûr. 2-4-0. Okay. J'espère qu'ils ont une chance, mais j'ai l'impression que les pauvres, ils vont perdre encore une fois. Perdu. Je ne m'y intéresse pas. Perdu pour les Français. Les Français vont pas perdre ça quand même. On sait bien qu'ils sont nuls, mais quand même à ce point-là, c'est grave. Voilà. Alors vous le voyez comment ce match? Je le regarderai même pas. Gagner un match, ils peuvent toujours. Hein. Ils peuvent gagner le match, ça ne veut pas dire qu'ils sont qualifiés. Eh oui. Est-ce qu'ils peuvent gagner 3-0? Ah non. Il faut marquer un but à une équipe qui n'a pas pris depuis 8 matchs. Bon. Il faut passer par Lourdes. S'ils n'ont pas oublié, bon. S'ils sont passés par Lourdes, ça marche. J'espère que c'est perdu d'avance. Parce qu'il faut vraiment nettoyer tout ça. C'est vrai, depuis 2010, vous avez un peu... abandonné et je ne suis pas sûr qu'ils représentent vraiment la France. D'accord. Voilà. C'est quoi, c'est leur comportement qui vous déçoit? Tout à fait, c'est leur comportement. Mouiller le drapeau, mouiller le maillot français, se battre, être fier de porter le maillot français. Il aurait fallu évincer certains joueurs? Je ne sais pas, peut-être par rapport à certains comportements, oui. Faire preuve d'autorité aussi bien au niveau du président, de la fédération que de l'entraîneur, du coach. La météo fait des siennes avec le temps plus que maussade de ces derniers jours. Le tronçon de la Garonne à Toulouse a été placé en vigilance jaune. Le plus haut niveau devrait être atteint dans le courant de la soirée et de la nuit prochaine. L'alerte concerne également le sud du département et l'Ariège. Il faut voir le bon côté des choses. Un peu plus haut dans les montagnes, c'est la neige qui tombe. Et la station Port-Épumorin s'ouvre ses portes vendredi dès 8h30. C'est la première station des Pyrénées à accueillir les skieurs. Bacaïra Bérette et les Angles suivent son exemple dès samedi avec une ouverture partielle, avec une petite semaine d'avance sur l'ouverture officiellement annoncée. Et on termine en musique avec le musicien nigérian Femi Kuti, héritier naturel de l'afrobeat. Il propose un mélange détonnant de jazz, de funk et de musique africaine traditionnelle. Son dernier album est un véritable manifeste pour la paix universelle. Femi Kuti, le fils de Fela, est au Bikini ce soir à 20h. On écoute un... C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de TLT vous donne rendez-vous demain à 19h. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Marie. Très bonne soirée à tous.